Bien, chers collègues, nous allons commencer cette audition. Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques, qui s'est réunie hier après-midi, et nous étions là pour entendre les jeunes agriculteurs, après la FNSEA la semaine dernière, poursuit aujourd'hui ses auditions consacrées à la situation et aux attentes du monde agricole. Et a le plaisir de recevoir dans ce cadre Madame Véronique Marcheseau, à droite, qui est secrétaire générale de la Confédération paysanne, et Madame Sylvie Collat, qui en est sa secrétaire nationale. Nous entendrons également tout à l'heure les représentants des syndicats agricoles de la coordination rurale, juste après, à 11h30, et du MODEF cet après-midi à 15h. Notre commission est toujours très attentive aux questions agricoles et à nos agriculteurs au cœur de l'activité économique du pays, et qui ont dû faire face ces derniers mois à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Nous le constatons dans nos circonscriptions et savons bien que leurs attentes, qui étaient déjà importantes au printemps dernier, sont aujourd'hui d'autant plus grandes. Pour certains, il y a urgence. Ainsi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la récolte des céréales, et notamment celle du blé, connaît un net recul, la plus mauvaise récolte pour la France depuis 40 ans, selon les premières statistiques. De même que la collecte viticole, qui pourrait baisser de 18% sur un an. Et dans les élevages, 3 virus ont fortement touché les cheptels, la FCO3, la FCO8, la MHE et également quelques cas de grippe aviaire maintenant en Bretagne. Je précise d'ailleurs que notre commission a décidé en début de ce mois de créer 2 missions relatives à l'abattage et à la viticulture. Dans ce contexte, mesdames, n'hésitez pas à nous faire connaître les évolutions législatives qui vous paraissent souhaitables, tout particulièrement ce qui concerne le projet de loi d'orientation agricole, la fameuse LOA, que nous avions examiné en commission puis en séance en première lecture et transmis au Sénat le 29 mai dernier, après un vote par 40 voix d'écart. Je rappelle que ce texte vise notamment à soutenir l'installation et la transmission des exploitations, alors qu'on estime que la moitié des exploitants devraient prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Nous aimerions aussi connaître vos attentes s'agissant des moyens financiers engagés et qui seront engagés au profit du monde agricole dans le cadre du projet de loi de finances 2025, dont nous serons bientôt saisis pour avis. Nous savons que la Confédération paysanne est attentive à la préservation des exploitations familiales et de leurs revenus. Nous étions déjà vus, quand j'étais à la Commission des finances en charge du rapport pour avis, de nombreuses fois sur ce sujet. Cette audition peut aussi, de ce point de vue, être l'occasion d'évoquer l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps dernier par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot, en vue d'une possible loi Egalim 4. Notre commission a aussi décidé de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2. Celle-ci a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé, dont nous attendons les travaux avec beaucoup d'intérêt. Enfin, n'hésitez pas à nous faire connaître votre opinion concernant l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, sujet qui touche tout particulièrement un certain nombre d'entre nous ici et dont nous devons assurer un développement raisonné et raisonnable. Merci encore, Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire nationale, d'être ce matin à nos côtés pour voir ensemble comment nous pouvons avancer sur tous ces sujets. Vous avez maintenant la parole pour une quinzaine de minutes, après quoi nous entendrons les orateurs du groupe, chacun pour 4 minutes, réponse comprise, je dis bien réponse comprise, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question. En vous rappelant, chers collègues, que le temps de réponse doit être partagé, si possible, avec nos invités, et donc de peut-être donner lieu plus à des échanges qu'à des monologues. Je vous remercie. La parole est à vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc effectivement, je suis là pour vous faire part des chantiers qui nous semblent prioritaires et des attentes que nous avons par rapport à votre nouvelle Assemblée nationale.
Donc, comme ça a été bien expliqué du coup par votre vice-président, le monde agricole du coup est en crise depuis très longtemps. Et ça s'est largement exprimé cet hiver. Du coup, la colère et la détresse se sont beaucoup exprimées et en fait, on n'a pas eu les réponses attendues pour répondre à cette colère et à cette détresse. Et pire, cet été, l'état sanitaire et l'état climatique ont renforcé les difficultés qu'on peut avoir dans un grand nombre de fermes. Depuis des années, il y a une forte question sur du coup le revenu dans les fermes, comment du coup pouvoir vivre de son travail. À l'issue des mouvements, du coup, le syndicat majoritaire a réclamé beaucoup de mesures de simplification, un abaissement des normes environnementales ou un abaissement encore des frais de succession. Ce ne sont pas les mesures qui sont attendues par la majorité du monde agricole. La majorité du monde agricole attend de réelles avancées pour pouvoir gagner sa vie en travaillant dans les fermes. Et ces réelles avancées, elles passeront par une amélioration de notre revenu. Ces améliorations, du coup, dépendent de la mise en place de prix minimum garantis, de prix minimum d'entrée pour abaisser la concurrence avec les denrées qui viennent d'ailleurs. Du coup, un arrêt des accords de libre-échange pour que les denrées agricoles ne soient pas des monnaies d'échange et qui ne permettent pas après pour nous de vivre de notre travail. Et enfin, des mesures fortes de régulation de marché. Jusqu'ici, l'industrialisation de l'agriculture, qui est en route depuis des décennies, n'a pas fait la preuve que tous les paysans, toutes les paysannes, tous les agriculteurs, agricultrices pouvaient vivre de leur travail. On voit bien la crise qui est liée aux revenus aujourd'hui. Le nombre de paysans, de paysannes, d'agriculteurs, d'agricultrices et de fermes qui diminue. Pour nous, il est indispensable de soutenir l'agriculture paysanne dans toutes les mesures, notamment toutes les mesures fiscales auxquelles vous devrez travailler dans le prochain projet de loi de finances. Je vais laisser ma collègue vous parler des crises sanitaires et des crises climatiques qui aggravent du coup la situation qu'on vit pour une bonne partie d'entre nous dans les fermes. Bonjour. Bonjour à vous tous et vous toutes. Merci de nous accueillir. Donc effectivement, on a passé un été catastrophique dans le monde agricole. Et c'est rien de le dire. Et ça continue et ça va continuer un moment. Nous sommes sur une crise sanitaire qui va être sur un temps long et qui menace gravement l'élevage français. Tous les élevages français, tous les ruminants sont concernés par soit la FCO 3, 8 et d'autres variants, FCO 4, des variants de la 8, il faut le dire, mais aussi la MHE. Et c'est tous les territoires. C'est-à-dire que maintenant, quand vous superposez les cartes des épidémies, pour celles que l'on peut avoir, qui sont d'ailleurs toujours pas à jour ou avec 15 jours de retard, et quand on voit l'évolution de ces maladies vectorielles, évidemment, on voit bien que c'est l'ensemble du territoire qui, à un moment, va être contaminé par plusieurs virus. Ces virus, ils sont aussi le fruit de l'évolution du climat. Ce sont des crises climatiques, ce sont des crises sanitaires, mais liées à l'évolution climatique. Nous avons constaté, en Ariège notamment, qu'à 2000 mètres d'altitude, le fameux colicoïde, qui est donc ce fameux moucheron qui transmet en partie la FCO8, ces maladies vectorielles, étaient présents en altitude à plus de 2000 mètres. Et ce, très tard en saison. Là, on espère avoir un peu d'accalmie, mais encore, la semaine dernière, c'est les éleveurs d'Isère qui sont catastrophés d'avoir jusqu'à 50% de mortalité dans leur troupeau de brebis. 50% de mortalité sur un troupeau, ça veut dire qu'est-ce que va faire l'éleveur? Certains m'ont dit, nous, c'est fini, on arrête. On ne peut plus travailler avec une épée de Damoclès sur la tête comme un virus qui, quelles que soient nos pratiques, quelles que soient nos positions par rapport à la vaccination ou autre, font que cet élément est nouveau et on ne le maîtrise pas. Et qu'on soit le meilleur éleveur du monde, de toute façon, il nous arrive dessus. Et on le voit bien, tous les élevages sont concernés. Et ces éleveurs nous disent, on va peut-être arrêter. Et donc, ils sont en train de discuter, là, en ce moment, de la faisabilité de continuer l'activité. Et c'est là qu'il faut que vous ayez très vite un message très fort et faire la pression sur le gouvernement pour que très vite, on ait
une avancée sur la prise en charge de tous les frais liés à ces maladies, évidemment la disponibilité de vaccins, évidemment la prise en charge de ces vaccins, quelle que soit la maladie, quel que soit le territoire, parce que les zonages sont incompréhensibles pour les éleveurs. Celui qui aurait la FCO3 sera accompagné, mais pas celui qui aurait la FCO8. Pour le coup, tout le monde a ses animaux qui crèvent, donc on ne peut pas gérer une crise sanitaire en segmentant comme ça les virus, que d'ailleurs, qui sont très mal connus et pour lesquels on ne voit même pas comment les administrations pourraient faire le distinguo pour faire des volets d'indemnisation différentiels selon les territoires et selon les virus. Donc il y a un vrai besoin d'une unité sur les mesures prises pour l'ensemble de la crise sanitaire MHE, FCO3, FCO8, FCO4 sur l'ensemble des territoires. Et ce même éleveur qui a perdu 50% de troupeaux me dit « mais si je veux continuer, comment je continue ?» J'ai un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut que je renouvelle mon troupeau. Comment je vais le renouveler ? Les béliers sont stériles pour une grande partie. Il faut réanalyser, retrouver des reproducteurs. Quand bien même j'aurai ce reproducteur, comment je fais ? Je n'ai plus de jeunes, ma suite a été fracturée. C'est d'abord les jeunes brebis qui sont mortes. Donc il n'a plus non plus les reproductrices pour demain faire des agneaux, faire du lait demain. Donc il sait qu'avec une perte de 50% de troupeaux, il a peut-être 3 ans pour remonter son effectif et renouveler et revenir au niveau de production qu'il avait. Donc, ça veut dire qu'il faut un temps long et qu'il ne faudra pas les laisser tomber après toutes les pressions que nous allons organiser dans les jours qui viennent. C'est vraiment la pierre d'achoppement. Là, ça fait l'unanimité des territoires. Je vous dis, ça va chauffer dans les campagnes là, sur cette question de l'élevage et de la crise sanitaire, parce que là, les éleveurs ont tout perdu. Donc, il faudra aussi leur donner un projet long. Donc, l'accompagnement de la PAC, notamment toutes les mesures, vous le savez bien, c'est lié à la PAC. Le chargement hectare des animaux va effectivement compromettre, pas seulement pour 2025, mais pour 2026-2027, le chargement qu'ils auront aussi. Et donc, leurs aides qu'ils pourront avoir au niveau de l'accompagnement de la PAC sur l'élevage. Donc, c'est quelque chose de très transversal, de très profond, et qui nous amène aussi, et je en resterai là sur la crise purement sanitaire, on a cette inquiétude, ce qui a été dit aussi sur la grippe aviaire, rien n'est fini, mais on a aussi la crise qu'on essaye d'endiguer, qui est la peste porcine africaine. Elle est à nos portes, elle est dans les Vosges allemandes, on a eu un foyer, donc voilà, c'est la frontière française, et donc là on sait un risque majeur, ce qui veut dire qu'aussi nous attendons, et nous, la Confédération paysanne, nous défendons l'élevage plein air paysan, et nous voulons qu'il y ait une vraie réflexion sur quel élevage demain, pourquoi on en arrive à autant de crises sanitaires, comment on a mis autant de risques, parce que pour beaucoup de maladies aussi, c'est le modèle d'élevage qui concentre aussi ses activités et qui concentre des bombes virales. Forcément, on l'a vu dans la grippe aviaire. La première solution de la grippe aviaire a été il faut baisser les densités. Donc densité d'élevage, densité dans l'élevage et sur les territoires. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur quel modèle demain. Est-ce qu'on continue d'accompagner, de défiscaliser sur de l'élevage industriel, accompagner des filières industrielles qui, soi-disant, répondent à des marchés, mais pour lesquels on n'aura jamais la compétitivité. Et on le sait, par exemple, en volaille, un poulet sur 2 vient de l'étranger actuellement. Avec les accords du Mercosur, c'est quasiment le quart des importations de blancs de poulet qui viendront du Mercosur. C'est 18 000 tonnes. Donc là, on est vraiment dans une crise où tous les modèles s'effondrent. Effondrés par la crise climatique sanitaire, effondrés par le modèle économique. Et donc, nous reposons la vraie question centrale à la Confédération paysanne, qui est bien comment on accompagne l'agriculture dans la transition écologique, parce qu'on a besoin de cette transition écologique. Si on fait abstraction de l'évolution climatique, on est déjà dans le mur, mais là, on y va encore plus vite. Tout nous revient à la figure, quels que soient les modèles. Et nous aussi, même nos fermes ont leurs difficultés de résilience économique. Donc, effectivement, nous disons qu'il faut un projet fort, une vraie politique de transition agroécologique qui, notamment, va protéger les ressources de l'eau, la ressource du sol, c'est pas rien, ce sol qui doit nourrir la population, parce que nous voyons bien qu'on a atteint le maximum de production qu'on pouvait avec le maximum de moyens technologiques et que c'est fini, les rendements baissent, les céréaliers découvrent ça cette année et ils n'ont pas fini de le découvrir. Et on pourrait parler de toutes les inondations, de toutes ces zones qui ont été menacées de tout semis, puisque même je suis du Gers,
On n'a pas pu semer en hiver, donc on s'est retrouvé à un assolement sur le printemps, et au printemps, on a encore eu des difficultés à semer. Résultat, on est sur certaines productions de protéines à moitié rendement. On ne sait même pas si on va ramasser le soja dans le Gers, parce qu'on a semé trop tard, parce que finalement le temps change, et qu'aussi on est attaqué par la pyrale, par beaucoup d'insectes, par les punaises des bois qu'on n'avait jamais sur ces cultures de soja. Donc effectivement, les cultures céréalières sont aussi impactées par les évolutions climatiques. Donc il faut vraiment renverser complètement la table. Et donc on ne comprend pas. Et là, on vous demande aussi d'intervenir. Comment est-ce que, et on l'a vu pendant la crise, il y avait un sondage qui disait que 80% des agriculteurs sont prêts à faire des efforts pour l'environnement et l'écologie. Voilà, même 85%. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas mieux les agriculteurs qui font cet effort? On a la question des MAEC, on a manifesté. Pourquoi est-ce que toutes les aides autour de l'environnement, que ce soit les MAEC, que ce soit la CAB, tout ce qui est accompagnement de l'agriculture biologique, ce sont les dernières aides qui sont versées et elles ne l'ont encore pas été pour 2023. C'est-à-dire qu'on a touché de la CAB au début septembre, ce n'est jamais arrivé. Les MAEC ne sont pas encore intégralement versés à tous les agriculteurs. Comment ceux qui font le plus d'efforts pour la transition écologique sont les plus pénalisés? Voilà des choses très simples que vous pouvez régler, que vous devez régler. Et ensuite, il faut augmenter cette possibilité d'accompagner plus les agriculteurs, puisqu'on voit bien que c'est territorialisé. Il y a des régions qui voudraient aller vers un accompagnement MAEC et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les budgets. Donc là, il y a vraiment des choix à faire. Et pour autant, si on veut territorialiser l'agriculture et si on veut sauver toutes les zones intermédiaires, parce que je sais très bien que vous entendez souvent les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont au nord de la Loire, ceux qui sont sur des grandes plaines, qui avaient des potentiels de production, mais nous qui sommes sur des zones intermédiaires, nous voyons bien que nous prenons de front la question du prix, la question du climat, la question de la ressource en eau, de la sécheresse. Nous sommes dans le plan méditerranéen, c'est pas rien. Je pense à mes collègues des Pyrénées-Orientales qui voient leurs vignes se dessécher et être à 20% de récolte. Là, les premières vendanges sont catastrophiques. Il faut leur donner de l'espérance parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires? D'où la transition agroécologique. Il faut mettre des moyens sur ce domaine. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le système assurantiel qui a été produit au travers de la PAC ne fonctionne pas. C'est moins de 20% des agriculteurs qui ont souscrit et ceux qui ont souscrit n'y ont pas trouvé de ressources. Il nous faut un système assurantiel qui soit effectivement le plus solidaire possible, parce que les éleveurs aussi sont touchés par les aléas climatiques. C'est ce que je vous ai exprimé au début. On peut pas, alors on a vraiment besoin d'avoir une protection, nous les agriculteurs, nous sommes le premier maillon. Et la conséquence, et après je redonnerai la parole à ma collègue, la conséquence c'est que là on a vu, et j'en suis l'exemple, sorti d'école d'ingénieur il y a 40 ans, installé il y a 40 ans, on avait été formé sur un modèle productiviste, les engrais azotés, les pesticides et toute l'enveloppe. On veut continuer à nous faire moderniser sur de la robotique, du numérique, du génétique. Mais non, c'est fini, ça ne marche pas. Il n'y a plus de gains de productivité. Le sol a ses limites, les plantes ont leurs limites, le climat est là et nous limite. Donc il faut repenser le modèle agricole. C'est pour ça que nous disons que nous avons un projet. C'est l'agriculture paysanne. C'est celle qui installera le plus de jeunes. Et je passe la parole à ma collègue sur l'installation. Donc effectivement, je vais revenir sur l'installation et notamment en répondant à vos questions sur Monsieur le Vice-président sur la LOA. Donc du coup, la LOA, à l'origine, pour nous, c'était plutôt un projet emballant puisque ça devait travailler sur le renouvellement des générations en agriculture et la transition agroécologique. Après les moultes péripéties du processus de ce projet de loi, à l'arrivée, on a du coup une loi qui est plutôt éloignée de ses objectifs initiaux. Et sa dernière version, pour nous, elle comporte de nombreuses mesures qui profitent plutôt aux tenants de l'agro-industrie. Je parle un peu trop dans... Non. Qui profite plutôt aux tenants de l'agro-industrie qu'à un soutien à l'agriculture paysanne qui, pour nous, est le mode d'agriculture qui répond à tous les enjeux contemporains. Donc, enjeu d'une alimentation, une alimentation de qualité pour la santé des consommateurs, un enjeu de vie dans les territoires et un enjeu de préservation des ressources, de l'environnement et du climat.
Donc la dernière version, celle qui est au travail en ce moment, nous vous demandons de la revoir. Pour nous, elle induit une concurrence qui peut être néfaste entre la souveraineté alimentaire et la production d'énergie en milieu rural. Nous, on rappelle que pour nous, la souveraineté alimentaire, on y fait référence via la définition qui a été donnée il y a déjà très longtemps par la Via Campesina et qui est reconnue par l'Organisation des Nations Unies. Et cette définition, elle dit que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations et des États à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et ça, on y tient vraiment. En fait, il faut que chez nous, on organise notre alimentation et notre agriculture sans que ça fasse une concurrence déloyale ailleurs et vice-versa. Donc vraiment, pour nous, cette définition est aussi un socle qui doit définir la nécessité de préserver la souveraineté alimentaire chez nous. Pourquoi on considère que la souveraineté agricole et la souveraineté énergétique dont il a été fait mention dans le dernier projet de loi sont délétères pour la souveraineté alimentaire? C'est que du coup, que ce soit la méthanisation ou l'agrivoltaïsme, ça capte des grandes surfaces qui vont ne pas aller à répondre à nos besoins en alimentation. Ça induit une concurrence effrénée sur les prix du foncier qui vont empêcher l'accès d'un certain nombre d'entre nous au foncier, enfin surtout les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, et qui vont réduire nos capacités productives alimentaires. Donc on est vraiment très dubitatif sur, si c'est le moins qu'on puisse dire, sur un développement effréné de l'agrivoltaïsme, de la méthanisation et des productions énergétiques, sachant que le photovoltaïsme peut trouver bien d'autres endroits pour s'installer que les terres agricoles. Alors on reconnaît qu'il faut donner un cadre ambitieux à l'installation. Et du coup, la fiscalité doit accompagner ce cadre ambitieux. Je vous rappelle que du coup, les montants de la fiscalité dédiés à l'agriculture sont loin d'être négligeables, à peu près 7 milliards par an, quand la PAC, c'est 9 milliards par an. Donc du coup, c'est vraiment un effet levier qui peut être énorme et du coup, qu'on vous demande d'orienter de façon à ce que ça réponde vraiment à des enjeux d'intérêt général. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, il y a une nécessité d'accompagner la transition agroécologique. Donc, on peut vraiment s'interroger sur, par exemple, le soutien au GNR. Nous, on est favorable à, du coup, une réduction progressive de soutien et un plafond par ferme. Puisque aujourd'hui, en fait, il favorise plutôt la mécanisation, l'agrandissement des fermes. D'ailleurs, la majorité des mesures fiscales aujourd'hui accompagnent l'agrandissement des fermes. Donc, on vous demande de retravailler là-dessus. Pour les autres mesures, pour accroître l'attractivité des fermes, du coup, le crédit d'impôt remplacement, il doit être encore amélioré pour améliorer la vivabilité dans les fermes et donc rendre plus attractif notre métier. Il y a un gros travail à faire sur les retraites, mais pas seulement les retraites des gens qui vont venir en retraite dans les prochaines années, mais des personnes qui sont aujourd'hui retraitées. Et notamment dans les Drômes où la situation est absolument catastrophique. Et du coup, c'est vraiment un levier aussi pour favoriser la transmission, de travailler sur ces retraites. Voilà, donc du coup, en conclusion, on vous demande de bien retravailler sur cette loi. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, du coup, on vit une crise politique et démocratique. Que depuis des années, les corps intermédiaires dont nous faisons partie sont malmenés. Le Parlement a été un peu piétiné ces dernières années. Les citoyens ne sont pas écoutés. Quand on vote, du coup, on peut être que très déçu par la façon dont notre vote est respecté. Donc, il y a vraiment une crise démocratique. Donc on vous demande aussi de soutenir le pluralisme syndical pour que partout l'expression de toutes les tendances soit écoutée et puisse du coup influer sur les décisions qui nous concernent tous.
Et donc, on vous demande d'être vigilant sur, du coup, un prochain décret un prochain décret, on ne sait pas, mais le gouvernement précédent avait annoncé un décret sur le financement des organisations syndicales agricoles après les élections professionnelles. Ce décret n'est toujours pas sorti et on vous demande d'y être extrêmement vigilant, puisque là aussi, ça peut participer à un bon fonctionnement démocratique auquel nous sommes attachés, et quel que soit du coup vos sensibilités, il semble important qu'on puisse tous s'exprimer, tous être écoutés et tous co-construire une vie ensemble. Merci.